c'est bon de commencer une semaine avec les pistonnés, c'est vraiment le meilleur moment de la semaine et ça arrive dès le lundi et on va se régaler. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour une émission qui cette semaine n'est pas en retard, contrairement à une finale de Ligue des Champions et un Grand Prix de Monaco, c'est tout de même à signaler. Nos deux belligérants sont en plateau aujourd'hui avec nous, monsieur Brice Germain qui hier a commenté son premier Grand Prix de Formule 1, mais moi aussi d'ailleurs. Salut Brice. Ça va? Super. Moi je me suis régalé hier. Moi aussi, pareil. Mais ça m'a T'as crevé. été très bon d'ailleurs. Et je suis pas faux cul quand je le dis. Attention. Parce qu'il me croit pas en fait. Ça fait Ah oui, 24 heures qu'on a le débat. Et voilà. Évidemment que je te crois pas. Non, ça va. J'ai juste un Ouais, c'est clair, belle ambiance au pistonné. un petit bouton qui a poussé. Je crois que c'est la dignité Ouais. de Charles Leclerc qui est resté par là. Il me semble. Ah, c'est le tracker GPS rouge. C'est pas. Exactement. Notre invité aujourd'hui tout à fait spécial, c'est le président de l'association du fan club de Sergio Pérez du côté des Hauts-de-Seine, monsieur Hamza Rahmani. Comment ça va, Hamza ? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien. Écoutez, on a vécu une belle course. La victoire de Checo, Ah oui, mais la défaite de Ferrari. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc mi-figue, mi-raisin, quoi, voilà. un petit peu. Non, on va dire ça comme ça. Les gars, aujourd'hui, c'est bien sûr un rendez-vous tout à fait spécial, le débrief du Grand Prix de Monaco, qui était la 7e manche de ce championnat du monde de Formule 1. Je vous rappelle que maintenant, les week-ends de Grand Prix, vous avez du pistonné à peu près tous les jours. Et notamment, on avait une émission pole position sur Winamax TV, c'était samedi. Je vous invite à aller revoir la course sur Winamax TV. Bien sûr, c'était hier, dimanche. On était avec Brice, bien sûr, aux commentaires. C'était plus du live react qu'un vrai commentaire de course, mais en tout cas on s'est régalé. Vous allez voir, il y a 2-3 sujets bien sentis, il y a 2-3 secrets sur les coulisses des pistonnés, il y a plein de trucs en tout cas, ça dure 4 heures, donc c'est forcément, on a dit beaucoup de choses. Et puis on a rendez-vous aujourd'hui pour le débrief, mercredi on se retrouvera également pour le MAC. Je vous en toucherai un mot parce que le programme du MAC cette semaine va être absolument extraordinaire. Avant de lancer les gars cette émission, je voulais qu'on ait quand même une pensée pour un jeune garçon qu'on aime beaucoup, qui pilote en Freca, c'est monsieur Adrien David, qui a gagné à Monaco, qui a fait un week-end absolument extraordinaire. Et on peut parler de week-end de résurrection pour Adrien David, qu'on suit depuis plusieurs années, qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de pépins mécaniques l'année dernière pour sa première saison en Freca. Il a eu pas mal de pépins aussi également depuis le début de la saison. Et là, comme une résurrection, le gamin, il a gagné à Monaco. C'est quand même assez extraordinaire. Et on ne pouvait pas commencer cette émission sans le saluer et lui envoyer énormément de force et lui dire qu'on l'attend aussi en plateau. Notre ami Adrien David, ça va lui faire forcément beaucoup de bien. Imaginez les gars, ce gars a gagné donc ce week-end à Monaco. Ce lundi matin, il est retourné en cours normalement. Voilà la vie d'étudiant qu'on aurait rêvé d'avoir. Ah, t'as pas le même cours de maths quand même quand tu. Oui, c'est vrai. C'est pas Oui, la même chose. Hein. Oui, non, c'est vrai. N'importe la catégorie, de toute façon, une victoire à Monaco, ça reste une victoire à Monaco. Une victoire à Monaco, même sur F1 2022, ça reste une victoire à Monaco. Donc, Ah oui, donc on a tous gagné à Non, mais Monaco. ça sent le défi en 270 cm3 4 temps. T'inquiète pas, on va y aller. Non, mais une victoire à Monaco, c'est quelque chose qui marque une carrière et qui marque, je pense, la carrière d'un sportif. Il s'en souviendra toute sa vie et on lui souhaite forcément que ce soit un tremplin aussi pour sa jeune carrière, Et oui, exactement. pour la suite de sa carrière. Et notamment pour l'avenir. Les gars, on se replonge dans le Grand Prix de Monaco, cette fois-ci de Formule 1, et on regarde le classement justement à l'arrivée de cette 7e manche du championnat du monde de Formule 1 2022. La victoire de Checo Pérez, la 3e victoire dans sa carrière, sa première du côté de Monaco, 4e victoire consécutive pour Red Bull, 10e podium en carrière pour l'ami Carlos Sainz. On rappellera que Charles Leclerc a terminé 4e, Verstappen a pris la 3e place, George Russell encore un top 5, on n'en parlera pas aujourd'hui mais il fallait le signaler. Lando Norris, on l'évoquera sans doute un petit peu, encore un top 6. Fernando Alonso a fini devant Lewis Hamilton, c'était la belle bataille, un petit peu retour vers le futur, on va le dire ainsi. Et puis Bottas et Vettel qui prend un point quand même pour Aston Martin, ça c'est le grand coup de chapeau de ce Grand Prix de Monaco. Je propose tout de suite justement qu'on fasse la bascule, qu'on rentre dans ce débrief et qu'on revienne sur les 4 enseignements qui ont marqué les pistonnés dans le cadre de cette course. Avant d'évoquer les 4 renseignements, les gars, j'ai envie de vous lancer quand même sur un aspect du côté de Monaco. On a eu un dimanche assez chaotique. On ne s'attendait pas à autant de grabuge parce que c'est vrai, on a eu l'occasion notamment d'en parler sur Winamax juste avant la course. Monaco, c'est pas l'endroit où il y a eu le plus de safety car, le plus de drapeaux rouges. Comment vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce week-end monégasque ? Qu'est-ce que vous avez été finalement agréablement surpris ? Agréablement surpris, pas forcément, parce que la course spectaculaire que l'on a eue ne dépend pas de la spécificité du tracé, on en parlera lors du débat, mais comme chaque course sous la pluie ou chaque course avec des conditions changeantes, ça nous offre une course agréable. Donc pas surpris de l'intensité de la course qui était évidemment différente de celle des différentes années. On en parlera aussi tout à l'heure des décisions de la direction de course, mais
on peut pas dire qu'on a passé un mauvais dimanche. Clairement. Non, mais après, en piste, c'est pas passé grand-chose, mis à part Gasly en début de course. Mais derrière, c'est vrai que ça s'est surtout joué la stratégie, quoi. Enfin, il y a eu vraiment, grâce à cette pluie, des pléthores de stratégies possibles qui nous ont offert des rebondissements. Pour autant, en piste, est-ce qu'on s'est vraiment régalé? Et on l'a vu dès lors que la piste s'est mise à sécher, le train-train s'est mis en place et au final, les positions ont été figées. Donc peut-être un dimanche qui masque beaucoup le problème de spectacle à Monaco, mais est-ce que c'est Monaco le problème ou est-ce que c'est ces monoplaces le problème? On verra ça plus tard. Exactement, ce sera d'ailleurs l'objet d'un débat qui sera retrouvé bien sûr dès mercredi. Découvrons ensemble quels sont les 4 enseignements retenus par les pistonnés après ce Grand Prix de Monaco. Le premier, forcément, il va falloir parler de Ferrari qui a crucifié Charles Leclerc sur le rocher. Sergio Pérez aussi également, la revanche après Barcelone. On reviendra sur les décisions de la direction de course qui ont fait couler beaucoup d'encre. On se posera la question de savoir s'il n'y a pas un nouveau cap, notamment à la tête de cette direction de course. Et puis, un homme est dans le trou. Il s'appelle Daniel Ricciardo et on se pose la question aujourd'hui de savoir s'il n'est pas déjà sur la sellette du côté de McLaren. Mais fonçons tout de suite sur ce qui a été le fait de ce dimanche, l'erreur de stratégie de Ferrari qui a crucifié, je le disais, Charles Leclerc, qui a dégoûté Charles Leclerc, pour reprendre ses mots. Il y avait cette nette domination vendredi en essai, samedi en qualification. Ferrari qui était au-dessus de Red Bull en essai, c'était l'impression qu'on avait. La démonstration de Leclerc en Q3 et encore son dernier tour n'a pas été validé après le drapeau rouge. La première ligne 100% Ferrari à Monaco, c'était une première depuis 2017, depuis Raikkonen et Vettel. Et puis ce naufrage le dimanche en plein chaos, malgré un premier relais sans partage où Leclerc a vraiment dominé le reste du peloton. Il y a eu cette stratégie absolument dramatique qui s'est déroulée, on va le dire, en 2 temps. Il y a le tour 18 où il est undercuté par Pérez, où surtout Ferrari lui passe les intermédiaires alors que ça fait quelques tours dans la radio qu'il explique qu'il faut passer les slicks. Finalement, il retourne au stand au 30e tour une fois que la piste a séché. Il perd du temps derrière Carlos Sainz parce que justement, Ferrari a tenté le double arrêt et il passe à ce moment-là les hards, sauf que c'est trop tard, il est piégé et il se retrouve surtout bloqué dans le train des leaders, obligé d'accepter une 4e position qui reste quand même ses premiers points à Monaco en carrière et sa première course terminée en carrière du côté du rocher. Les gars, Ferrari a crucifié Leclerc. Là, je crois qu'il y a un gros doute quand même il y a un gros doute en tout cas sur la stratégie. Il n'y a pas un gros doute sur la stratégie, mais il y a un gros doute sur le maillon faible que peut être Ferrari pour la quête de Charles Leclerc dans cette quête au titre. Bah oui, dans le sens où ce qui s'est passé, c'est pas un undercut où ils se sont fait avoir entre guillemets par ah mince, ils se sont arrêtés avant, faut qu'on rentre, on couvre et en couvrant, on se fait quand même avoir. Là, il y avait 8 secondes d'écart entre Charles Leclerc et Sergio Pérez au moment de l'arrêt de Pérez. Donc 8 secondes, tu es en mesure de te couvrir de n'importe quel undercut avec 8 secondes. Il n'y a pas un train de pneumatique qui va mettre 8 secondes à l'autre. Mis à part piste ultra séchante avec coup de sèche-cheveux. Mais sinon, là, on était sur un passage d'intermédiaire, il n'y avait pas cet écart-là. Et Ferrari trouve le moyen de crucifier Leclerc en faisant quoi? En attendant 2 tours. C'est-à-dire qu'on n'a même pas couvert. Si tu es devant, tu as 2 solutions. Soit tu prends l'initiative de ta stratégie et tu l'imposes aux autres, soit tu subis la stratégie mais tu couvres. Parce que tu n'as pas à tenter autre chose. En fait, si le mec qui est derrière toi tente quelque chose, couvre, parce que ça veut dire que seul ton rythme de course fera la différence. Et non, chez Ferrari, on décide de ne pas couvrir, on décide d'attendre. Certainement parce qu'on s'est dit à un moment donné, on va essayer de passer directement les pneus pour le sec. Mais s'il y a une spécification de pneumatique au milieu, c'est bien qu'elle sert à quelque chose. Et je sais pas comment on a pu faire ça chez Ferrari, parce que ce qu'ils ont fait, ça ne rentre dans aucune des stratégies viables. On n'a pas les informations qu'ils ont à la radio, on n'a pas toutes les datas qu'ils ont effectivement, mais là, ils se sont laissés aveugler par un truc qui était utopique, à savoir passer les secs derrière. Ça a marché, à peu près pour Carlos Sainz, mais pour Charles Leclerc, il fallait pas prendre de risques. Si Red Bull tente quelque chose, ils doivent couvrir, point barre. Je suis pas forcément d'accord, dans le sens où Monaco est un circuit particulier, où c'est la stratégie positionnelle, la position en piste qui est plus importante qu'un éventuel undercut. À partir du moment où Pérez entre au stand, comme tu dis, tu as les datas, donc tu sais en direct le temps gagné ou le temps perdu sur le tour de sortie de Sergio Pérez. Pérez, il s'arrête au 16e tour. Il y en a un qui s'arrête juste avant, c'est Lewis Hamilton au 15e tour. Alors je ne sais pas où sort Hamilton, s'il sort dans le trafic ou pas au moment de sa sortie des stands, mais s'il ne sort pas dans le trafic, tu as des données pour voir les performances du pneu intermédiaire lors du premier tour, puis lors du deuxième tour, puisque tu arriverais au tour 17. C'est vrai que ce qui me fascine avec Ferrari, c'est que non seulement
ils font perdre la course à Charles Leclerc, mais ils font perdre la course aussi à Carlos Sainz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ferrari à Monaco verrouille une première ligne en qualification et n'est quand même pas capable d'aller gagner la victoire, d'aller assurer même pas un doublé, d'aller juste assurer une première place. C'est fascinant à quel point cette équipe parvient à se rater sur les moments clés. Alors Red Bull, on l'a vu la saison dernière, ils ont aussi cette faculté à réagir et à être proactif dans la stratégie. C'est plus facile d'être dans la position de Red Bull que dans la position de Ferrari au moment de vouloir provoquer une stratégie. Ferrari est dans l'attente, sachant que si tu arrêtes Carlos Sainz avant Sergio Pérez par exemple, il y a la possibilité de voir les deux Red Bull ou Charles Leclerc avant Sergio Pérez. Il y a la possibilité du côté de Red Bull de rester en piste et de faire comme Carlos Sainz, de passer directement en pneumatique slick et dans ces cas-là, tu perds des positions. Mais ce qui est particulier, c'est que comme tu le dis, il reste 2 tours en piste. C'est trop tard. C'est trop tard. Si en plus tu sais... Vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Parce que... Non, ils sont habitués à faire ça, Ferrari, j'ai l'impression. Souvent, on les voit rester en piste après un arrêt de Red Bull ou l'année dernière de McLaren et d'essayer de tenter de prolonger le relais. Mais au final, on se prend les pieds dans le tapis et on se dit non, finalement, on va rentrer. Et t'as l'impression qu'ils n'ont pas la certitude que la couverture directe est le bon choix. Je sais pas pourquoi, sachant que tu parles de data, mais Gasly, il avait les inters depuis un moment. C'est ce que j'allais dire. Et puis Hamilton fait le meilleur tour. Attends, Hamilton fait le meilleur tour 2 tours avant l'arrêt de Charles Leclerc. Et tu as raison de le préciser. On oublie tous ceux qui étaient en fond de peloton, qui avaient passé les inters plus tôt. C'est peut-être pas la meilleure parce que eux justement, ils ont peut-être aussi usé leurs pneumatiques. Ils ont eu le temps de les chauffer. Hamilton, c'est des pneus neufs, des pneus frais qui viennent tout de suite de sortir. C'est pour ça pourquoi j'ai pris l'exemple d'Hamilton et pas l'exemple de ceux qui se sont arrêtés au premier ou deuxième tour. Mais 8 secondes, Hamza. Mais par contre, la différence, c'est vrai, il y a aussi une chose, c'est que entre le meilleur tour de Lewis Hamilton et le meilleur tour de Sergio Pérez, qui se passe, je crois, un tour après Lewis Hamilton, il y a quand même 5 secondes d'amélioration. Donc il y a peut-être aussi une piste qui a beaucoup changé, on va dire, sur un temps très réduit. Il faut aussi avoir conscience de la spécificité de Monaco. Monaco, c'est pas forcément un circuit où l'undercut il est aussi puissant. C'est l'overcut. La défaite de Raikkonen ou de la victoire de Sébastien Vettel, provoquée par Ferrari à l'époque, où Vettel a prolongé le relais alors qu'ils avaient fait rentrer Raikkonen en tête bien avant, et Raikkonen s'est retrouvé deuxième et Vettel donc premier. Karma, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que du côté de Ferrari, j'ose espérer qu'on a aussi ces considérations-là, tout en sachant que là, tu es sur une piste changeante, une piste séchante, où potentiellement, le tour de sortie, ce ne sera pas le tour le plus performant. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune excuse pour Ferrari de choisir de faire entrer Charles Leclerc 2 tours après Pérez. Soit tu le fais entrer un tour après Pérez, soit tu le laisses en piste. Oui, et ce qui est plus fou dans l'histoire, c'est que tu as cette donnée. Le premier tour, c'est pas forcément le plus rapide pour celui qui va entrer au stand. Que fait Ferrari? Ils vont faire un double arrêt pour permettre ensuite à Red Bull de rentrer derrière et de ressortir devant. C'est pour ça pourquoi. En fait, c'est-à-dire que même quand tu commets la première erreur sur le premier arrêt de Charles Leclerc, tu ne te sers pas des erreurs commises et des données récoltées pour éviter la deuxième erreur qui te coûte finalement la victoire. Même si Leclerc et Carlos Sainz sont retardés par, je crois que c'était Albon ou Latifi ou une Williams en tout cas, et que paraît-il ils auraient perdu 2 ou 3 secondes. J'ai pas eu le temps de voir la caméra embarquée, mais peu importe. Du côté de Ferrari, si tu commets une première erreur, tu ne tires même pas les leçons de ta première erreur. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Ferrari n'a pas écouté ses pilotes. C'est ce que j'allais dire. Charles Leclerc, 4 tours avant l'arrêt de Pérez, demande les inters. Il n'est pas écouté. On l'arrête 2 tours après Pérez, c'est les 6 tours qui changent tout complètement. Et Carlos Sainz, juste après l'arrêt de Pérez, demande les hards. Demande à passer. Et on a attendu 5 ou 6 tours, même un peu plus, peut-être 8, avant de lui donner ses hards. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, chez Ferrari, certes, on a pris le temps de réfléchir, et fort heureusement, ils réfléchissent. Mais on n'écoute pas les mecs qui sont en piste et qui, eux, ont, je pense, plus envie que tout de gagner ce GP de Monaco. Carlos Sainz, il ressort en plus au pire endroit possible derrière Nicolas Latifi. Et Charles Leclerc, on l'arrête au pire moment possible pour la stratégie. Et derrière, en fait, on va se dire c'était le mauvais choix pour les pilotes. Non, c'était le bon choix, mais c'était pas le bon moment. Sachant que Pérez, lorsqu'il entre au stand au 16e tour, lui, il sort derrière Norris. Ce qui veut dire qu'il rattrape rapidement Lando Norris et il perd du temps. C'est pour ça, peut-être aussi, pourquoi ils ont fait sorti devant, il me semble, non, après. Pérez
Non, parce que Norris s'arrête au tour suivant. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, oui. C'est pour ça pourquoi Red Bull fait entrer Perez et pas Verstappen, parce que je crois que pour Verstappen, il y avait la crainte de ressortir carrément derrière Russell, qui était derrière encore Norris. Donc il faut entrer Perez. À moins que ce soit un vent de fumée, un écran de fumée plutôt, un écran de fumée, et qu'on décide, ok, Ferrari est focalisé, comme Alonso en 2010, focalisé sur Mark Webber, là ils étaient focalisés sur Max Verstappen, ils vont pas voir venir la menace Perez. C'est aussi peut-être un coup de poker tenté par Red Bull, et bravo à eux. Regardez un petit peu cette déclaration de Charles Leclerc, parce qu'il y a aussi, alors on a beaucoup parlé du fond, mais il y a aussi la forme qui compte. Charles Leclerc, aujourd'hui on avait tout pour gagner et on a tout mis à la poubelle, encore une fois à la maison. La saison est longue, on a la performance pour se rattraper, mais on ne peut pas se permettre de faire des courses comme ça. J'espère qu'on apprendra de cette erreur et que la prochaine fois, on prendra la bonne décision. Tout était super brouillon aujourd'hui et il faut qu'on soit bon ici. Il faut qu'on soit aussi bon ici qu'ailleurs. Aujourd'hui, on ne l'était clairement pas parce que ça a bégayé quand même dans la radio. Alors j'ai dit ne parlez pas de malédiction, parlez de crime, de lèse-majesté, parce que ça bégaye quand même dans la radio, notamment au moment du deuxième stop où on lui dit rentre, non finalement ne rentre pas, non vas-y rentre. Il y a énormément de nervosité. Déjà, c'est une panique. Non, mais c'est la panique à bord. Et là, la pression que met en tout cas Charles Leclerc dans cette déclaration, et je pense que vous y avez pensé, les gars, est-ce qu'à un moment donné, Ferrari ne peut pas flinguer le soldat Leclerc, pour reprendre une vieille titraille qu'on avait fait il y a quelques semaines. Je sais qu'on est au début de saison, il le dit, Leclerc, il reste encore beaucoup de points à prendre, beaucoup de courses à disputer. Mais là, il y a l'ombre d'un doute dans la gestion Ferrari. Mais moi, je trouve que la réaction de Leclerc est bénéfique pour le futur. Hein. Parce que Ferrari, ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont pas été habitués à avoir deux pilotes aussi jeunes. Et du coup, c'est vrai que quand tu as un Fernando Alonso, un Sébastien Vettel, un Kimi Raikkonen, un Michael Schumacher dans tes rangs, mine de rien, psychologiquement, tu taffes différemment quand même. Parce que tu as un mec qui est là, qui a accepté de venir, entre guillemets, parce qu'il y a un statut, et tu ne peux pas le décevoir. Là, tu as Carlos Sainz qui est déjà très heureux d'être ici, et tu as Charles Leclerc qui est un très grand talent, mais qui n'a encore pas prouvé sur le très très haut niveau avec une série énorme de victoires, on va dire, ou un titre de champion du monde. Donc là, ce qu'il a fait là, il s'est affirmé, et peut-être que Ferrari va devoir être plus rigoureux dans la manière de gérer Charles Leclerc. Parce que Charles Leclerc, il a beau être de la famille Ferrari, à un moment donné, les titres de champion du monde, s'il ne les trouve pas là, il les trouvera ailleurs. Hein. Je pense qu'il a une énorme cote sur le marché de la Formule 1. Par conséquent, si Ferrari ne lui permet pas, à force de stratégies qui sont, faut le dire, un petit peu honteuses, comme hier, à un moment donné, Leclerc, lui, va perdre la confiance en Ferrari. Et c'est pas du tout dans l'intérêt de la Scuderia. Donc, à mon avis, ils ont intérêt à se bouger un petit peu à ce niveau-là. Et je pense que la gueulante qu'il a passée hier et la manière dont Binotto et tout le monde s'est couché par rapport à Leclerc hier, c'était quand même un signe que, à mon avis, ils ont retenu la leçon. Encore heureux qu'ils se couchent. Honnêtement, je les vois pas non plus fanfaronner. Rappelez-vous de Red Bull lorsqu'ils feront perdre Daniel Ricciardo. Ouais. La stratégie était identique. On va assumer l'erreur. Enfin, quand tu es à Monaco, c'est un circuit particulier. Et au-delà même de la nationalité de Charles Leclerc, pour tout le monde déjà, c'est un circuit particulier. Perdre à Monaco, quand tu fais 1 et 2 en qualif, encore une fois, je le répète, faut le faire. Alors on va me dire les conditions. Non mais d'accord. Mais dans ces... Enfin... Pourquoi tu ne tentes pas 2 stratégies différentes, je sais, au moins pour assurer une victoire? Là, ils perdent sur ce Grand Prix, ils ont perdu des points sur Red Bull au championnat du monde constructeur. En partant 1 et 2 sur la piste, tu dépasses le moins. Si tu m'avais dit ça samedi soir... Je t'aurais pas cru. Hein. Évidemment. On verra en tout cas ce qui se passera du côté de chez Ferrari dans les semaines à venir. Mais on l'a vu, un Charles Leclerc qui est forcément un petit peu ronchon ce matin. Lui a le sourire, et c'est vrai qu'il nous a donné le sourire aussi, beaucoup d'émotions à l'arrivée. C'est le Mexicain Sergio Pérez qui a remporté sa 3e course en carrière, son premier succès à Monaco. Et pour la petite histoire, il dépasse au nombre de victoires Pedro Rodriguez, son compatriote qui courait notamment dans les années 50. Lui qui a fait quand même jeu égal avec Verstappen tout le week-end, et c'est à signaler. Lui qui a fait le coup de force sur l'undercut sur Leclerc, on en a parlé tout à l'heure. Et lui qui a su gérer la pression de Carlos Sainz malgré le graining qui touchait ses pneus. Une revanche aussi pour Sergio Pérez après Barcelone, parce que, alors on l'a dit, on l'avait expliqué avec F1 Whisperer, il a une voiture qui lui convient mieux cette saison, qui a été un petit peu plus faite aussi également pour lui, ce qui explique aussi ce début 2022 réussi. Il a sacrifié, on se rappelle à Barcelone, une possible victoire au profit de Verstappen. Et puis, mine de rien, avec cette victoire, il revient à 15 points de Max Verstappen, à 6 points de Charles Leclerc. Et là, on va pouvoir continuer la discussion qu'on a commencée la semaine dernière, en fait, les gars.
Alors déjà, la fin, il revient à 15 points. S'il n'y a pas Barcelone, Ah oui, il est devant. il est Ou si pas je là, dis pas de ou bêtises, il est à encore un un peu point. plus proche. Ouais, tout à fait. 118 Verstappen, 117 Perez, 116 Leclerc. À un moment, mieux vaut du côté de Red Bull qu'on sécurise vite le leadership de Max Verstappen au championnat, à savoir gagner très très vite des courses, parce que si, on est encore dans la fiction, mais si la prochaine course, il y a un 25-0 pour Perez ou un abandon C'est la bascule. du côté de Sergio Perez, je suis pas sûr qu'on accepte encore le rôle de numéro 2, même s'il y a un nouveau course, contrat. c'est Bakou, et que et Perez à Bakou, ça a toujours été très bon. Donc oui, il va falloir se méfier, parce que peut-être que Checo Pérez est un trop bon numéro 2 pour le moment pour Max Verstappen. Je pense pas qu'il s'en plaigne du côté de chez Red Bull. Entre un titre de champion du monde possible en fin de saison et une reconduction en tant qu'éternel numéro 2 chez Red Bull, je pense que si au mois de juin, Bah, le baquet, il l'a ailleurs, il hein. a la possibilité d'aller chercher le titre, attention. Et d'ailleurs, on a posé la question hier. Surtout que tu penses vraiment que personne ne voudra recruter un champion du monde si jamais il ne lui sécurise pas le baquet. Genre, il finit champion du monde à la fin de l'année, mettons Pérez. À quel moment tu vois le gars, en fait, de se retrouver sans baquet pour l'année d'après? C'est pas possible. Nigel Mansell. Nigel Mansell, c'est arrivé. Damon Hill, c'était pas très loin Oui, c'est vrai. de lui arriver après 96. Vous parliez des questions contractuelles. Regardez, je vous donne juste deux citations pour aller encore un petit peu plus loin, parce qu'il semblerait qu'il y ait un changement de ton quand même chez Red Bull. Alors c'est peut-être que de la com, ou il y a peut-être de la réalité. Sergio Pérez, déjà, qui nous explique qu'il y a eu une discussion la semaine dernière, donc après Barcelone, parce qu'il avait senti pendant la course qu'il aurait pu beaucoup mieux optimiser la stratégie pour gagner. Ils étaient partis sur une stratégie à 2 arrêts, voulaient, je crois, pousser à 3 arrêts. Après cette discussion, tout était clair. Ils n'ont pas eu besoin de me dire que je pouvais me battre pour des victoires cette saison, car leur message a été très clair. Si mon côté du garage ou le management de l'équipe ne me laissait pas me battre pour gagner, alors je ne serais pas là. Ça, c'était vendredi, bien avant qu'il se ruine le coccyx sur la monoplace au moment de gagner, et cette magnifique chute qui aurait mérité, je pense, un point de bonus. Christian Horner, c'est après la course qu'il nous dit ceci. Checo réalise un travail impressionnant. L'écart entre Max et lui est bien moindre cette année. Il se bat pour ce championnat au même titre que Max. La différence entre eux est de 15 points, ce qui n'est rien, et le championnat est encore très long. En tant qu'équipe, nous devons optimiser nos performances et le championnat pourrait être vraiment excitant en fin d'année. Elle est folle cette déclaration. Elle est dingue cette déclaration. Parce que moi, je l'aurais jamais entendu. Je crois que j'ai jamais entendu Christian Horner dire les deux se battent pour le championnat. Je crois que je l'ai jamais entendu dire Est-ce ça. qu'on a le droit de ne pas le croire? Mais c'est ce que Parce j'allais dire, vous êtes un fou ou là, un tox? Non, mais c'est la question que je posais. Non, mais en après, sous-titre. moi je le crois Un fou ou un jamais. tox? Je le crois jamais. Mais en attendant, c'est la première fois qu'il en parle. Point barre. Tu vois, c'est juste le discours qu'on m'offre. Ouais. Il en parle. Et limite, quand on lit un petit peu entre les lignes, on a l'impression qu'il parle d'une lutte interne comme si Ferrari n'existait pas. C'est ça qui vise en tout cas. on va avoir un championnat excitant, les deux peuvent se battre pour le championnat, machin. Mais on a vraiment l'idée que Sergio Pérez aujourd'hui fait jeu égal avec Max Verstappen en termes de performance, pas partout, mais Monaco, il était devant. quand on regarde au classement, Monaco il était devant. Tout le week-end. Hein. Mais alors c'était flagrant. Et c'est là que je pense que Christian Horner est très content que Carlos Sainz ait été entre les deux, parce que Oui. je sais pas ce qui se serait passé, mais si ça s'était arrivé 2 fois de suite à Sergio Pérez. Je pense qu'il aurait dit non. Sincèrement, je pense, ça n'engage que moi. Ouais, Mais est-ce que tu penses que Red Bull l'aurait fait? Avec un Charles Leclerc qui est 4ème. C'est-à-dire Encore plus avec la déclaration de Pérez avant qui te dit on a discuté ceci, cela. Ouais. C'est vrai. parce que tu as Charles Leclerc qui est 4ème. Tu peux soigner un petit peu ton numéro 2 en lui laissant gagner Monaco, parce que Max Verstappen est 2ème et que tu creuses déjà un petit écart. Leclerc n'est pas juste derrière toi. Tu prends 6 points quand même. Ça représente à peu près une victoire contre une 2ème place. Donc peut-être que tu peux soigner à ce moment-là ton numéro 2 en disant tiens, prends Monaco et tu nous aideras sur le reste de la saison. Mais du coup, ça m'a presque embêté de voir Carlos Sainz là, parce que j'avais envie de voir la manière dont Red Bull allait gérer ça. Si on revient à peu près sur la course de Sergio Pérez, Maestria quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Sur le week-end même, comme tu disais. il a pas fait une erreur, il a eu des gommes médiums en perdition à la fin de la course. La pression, parce que c'est pas un mec qui était habitué jusqu'à il y a très longtemps encore de jouer les premiers rôles. Il a géré 2 Ferrari et Max Verstappen derrière lui. Il était en glisse d'absolument partout. Il a géré sa stratégie avec Anna Schmitz, la stratège de chez Red Bull. Lui a été écouté. Ça a travaillé en synergie et le résultat, il est là avec une voiture qui n'était pas du tout dominante. Ce qui est très important, je trouve, et c'est un message envoyé par Sergio Pérez, c'est qu'il y a eu la déclaration avant Monaco ou après Barcelone. Mais là, il a prouvé à Red Bull sur l'ensemble d'un week-end. À Monaco, il est capable d'endosser le statut de leader de l'équipe, de celui qui est devant Max Verstappen en qualification, qui est devant Max Verstappen en course et qui va aller chercher la victoire.
ça veut dire qu'il n'a pas déçu. Ça veut dire que Red Bull sait qu'il peut compter sur Sergio Pérez, pas seulement pour aider Max Verstappen dans la conquête du titre, mais éventuellement pour aller chercher des victoires. Si demain, par exemple, Verstappen doit abandonner, je trouve que c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est un tournant dans la carrière de Sergio Pérez avec Red Bull, mais c'est un week-end très important qui va peut-être façonner un aspect différent de la gestion Pérez-Verstappen du côté Red Bull. C'est aussi. Et quel destin, il faut le dire, les Peut-être, gars. hein, c'est pas sûr, hein. Et déjà, quel destin pour Sergio Pérez. Rappelez-vous qu'en 2020, c'est quand même la bascule, c'est-à-dire qu'il se retrouve sans baquet. On ne savait pas s'il allait pouvoir continuer en Formule 1. Il arrive in extremis à signer chez Red Bull et aujourd'hui, il est vainqueur à Monaco. C'est quand même. Moi, il y a 2 ans ou 3 ans, tu m'aurais dit Sergio Pérez va un jour gagner le Grand Prix de Monaco. Je t'aurais dit, bon. Et puis, on va se dire franchement qu'il joue le titre, quoi. Et puis la fin de course, c'est-à-dire que tu parlais Après, on est qu'à la 7ème course. Hein. Non, mais au niveau, On est au toujours niveau très des prudent quand on points. parle de Mercedes, de Ferrari, on a le droit d'être prudent quand on parle de Red Bull et de Ah non, Sergio Pérez. attends. Moi, je suis pas prudent dans le sens où je me dis qu'il est à 15 points du leader et qu'à partir de Oui, là. on n'est qu'à la 7ème course. Bien sûr, mais en attendant, pour le moment, il est en lutte pour le championnat du monde. Pas constructeur, pilote. Tout à l'heure, tu parlais de maestria, de la course. C'est que moi, ce que j'ai bien aimé en fin de course, c'est qu'il a volontairement baissé le rythme pour ne pas prendre le risque d'avoir un petit pépin avec les retardataires en dépassant les retardataires. Parce que c'est vrai que le bouchon créé par Alonso, à un moment, ils se tenaient tous en 1 seconde, 1 seconde 5. Si le leader arrive sur ce trafic et qu'il doit dépasser 10 voitures, bah, tu prends un risque considérable. Donc il a pris le temps, il savait qu'il n'allait pas se faire passer en étant limite en milieu de piste. Il a empêché toute attaque, il a annihilé toute attaque possible de Carlos Sainz. Franchement, bravo Sergio Pérez. Sincèrement, je pense que c'est peut-être Alors je ne sais pas si c'est le week-end le plus abouti de sa carrière, parce que je n'ai pas souvenir de tout ce qu'il a fait avec Force India, ou peut-être une 5e place à l'époque. Mais c'est fort, c'est très fort ce qu'il a fait. Passons tout de suite au 3e enseignement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de direction de course, les gars, et ça m'a manqué. Donc je vous propose qu'on en parle tout de suite parce qu'il y a eu des décisions qui ont questionné hier. Voilà les différents litiges qu'on a pu lister sur le Grand Prix de Monaco. L'homme que vous découvrez à gauche s'appelle Eduardo Freitas. C'était lui qui était directeur de course sur ce Grand Prix de Monaco. Est-ce que justement cette direction de course n'a pas été trop précautionneuse vis-à-vis de la pluie? Alors l'explication, le départ a été retardé, on l'a appris après, parce qu'il y avait un problème d'alimentation électrique au niveau des feux sur la grille de départ. Donc c'est pour ça qu'on a retardé dans un premier temps et ensuite qu'on est parti sous safety car. Par contre, ce Eduardo Freitas a préféré un restart après le drapeau rouge provoqué par Mick Schumacher. Il a préféré un restart lancé derrière la safety car. Est-ce que justement il n'a pas été un peu trop prudent? Vous verrez les réactions des pilotes tout à l'heure. Devait-il pénaliser Verstappen et Perez? Parce qu'on a vu que les deux garçons en sortant des stands ont mordu la ligne jaune justement à la sortie du pit. On se rappelle aussi également que Lance Stroll, pour le même move, avait été pénalisé l'an dernier. Et puis, la dernière décision qui prête un petit peu à confusion, est-ce que la pénalité d'Ocon était justifiée? On rappelle qu'il a pris 5 secondes pour un contact avec Hamilton. Pour vous donner encore un peu plus de billes et rentrer encore plus dans le détail, regardez les 3 déclarations, on va dire, des 3 concernés par ces 3 affaires, on va les appeler ainsi. Mattia Binotto, au sujet notamment de la pénalité qui n'a pas été mise à Red Bull. Nous sommes aussi déçus parce que nous pensons qu'il y a une violation claire du règlement avec les Red Bull sur la ligne jaune en sortie des stands. Passer sur la ligne enfreint les notes du directeur de course. Pourquoi cela n'a pas été pénalisé? Il était sur la ligne et si vous regardez le code sportif, c'est un franchissement. Nous avons eu une clarification en Turquie en 2020 pour éviter toute discussion. Esteban Ocon, à propos de sa pénalité, j'ai revu les images, on a revu les commissaires pour avoir une explication car c'est illogique, ça n'a aucun sens. Ils nous ont dit qu'il y avait une nouvelle règle en place, que s'il y avait une voiture à l'intérieur, si ça touchait, c'est celui qui se faisait attaquer qui prenait la pénalité. En 2021, ce n'aurait été qu'un incident de course. Et puis le pénalty du siècle, le pénalty du week-end, la panenka de Kevin Magnussen. Si les conditions sont OK, nous devons prendre le départ. Laissez-nous nous cracher sous la pluie s'il le faut, mais nous pouvons nous débrouiller en piste. Je suis prêt à parier que les 20 pilotes étaient prêts à courir. Nous sommes des professionnels, nous avons déjà fait ça avant. Nous pouvons le faire, tout le monde peut conduire sur le mouillé. Nous sommes des professionnels, c'est de la Formule 1 et pas du WEC. Les gars, ça c'est gratos. Ça c'est gratos. En plus c'est visé quoi, c'est tête chercheuse sur Freitas. Ah oui, quoi. Très clairement, qui est ancien directeur de course bien sûr du WEC. Les gars, alors déjà sur quelle décision vous voulez revenir et quel est votre avis? Toutes. Vas-y, allez, c'est parti. Les départs non. Sur Esteban Ocon. Alors, je vais prendre dans l'ordre décroissant. Esteban Ocon, ce qu'il dit hier. Tu dis c'est étrange parce que la règle change, ça peut arriver, la règle change, mais il te dit quand même que les décisionnaires
ceux qui appliquent les pénalités, ne sont pas satisfaits de la nouvelle règle. Une première chose. Et quand Ocon, il te dit ce qui serait passé la saison dernière sans pénalité se passe cette saison avec pénalité, moi, ce que je comprends, sous-entendu, c'est que les pilotes, ou en tout cas Esteban Ocon, n'étaient pas au courant de la nouvelle règle. Complètement. Donc si les pilotes ne sont pas au courant de cette nouvelle règle, c'est problématique. Parce que là, concrètement, ce qu'on a eu avec Hamilton et Ocon, l'accident Hamilton-Verstappen à Silverstone la saison dernière, dans la même situation, C'est la faute de Verstappen. C'est Verstappen qui est fautif. Et Hamilton n'est pas sanctionné. Mais c'est ça, en fait. Pour moi, c'est un incident de course. Mais c'est pour ça que la règle a été changée, Ocon, sans il doute, est très malin quand il dit ça, c'est qu'il dit visiblement la règle elle permet à n'importe qui de se jeter à l'intérieur, que ce soit la faute du mec qui se fait dépasser. Mais c'est totalement vrai. Donc, mais il est très malin Un quand mec il dit qui ça. rate son freinage ou qui va volontairement freiner tard pour éventuellement provoquer une pénalité. Après, t'as C'est possible. tu peux le voir. Mais après, ce qu'on lui reproche réellement, c'est d'avoir ignoré Lewis Hamilton dans la prise de son virage. Oui, mais c'est pas l'explication. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que pour moi la pénalité, elle est dure. américains. La pénalité, elle est dure, mais tu peux la comprendre parce qu'effectivement, si on t'explique que il n'a pas laissé la place à Lewis Hamilton parce que voilà. Là, moi, je la comprends. Par contre, on m'explique que c'est la faute d'Ocon parce que n'importe quelle voiture qui se pointe à l'intérieur, C'est lunaire. elle a la priorité. Bah, allez-y, tentez n'importe quoi. Puis ça fait fi de l'esprit de la course. Non, ça veut dire que Carlos Sainz hier, dernier tour, il plonge à la chicane du port sur Sergio Perez et que Sergio Perez, c'est soit il crache, soit il s'écarte, mais il perd la course. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il va falloir très vite clarifier ce point-là. Ensuite, tu lisais sur les départs. Sur le deuxième départ, sur le deuxième drapeau rouge, moi, ça me semble logique de repartir en course, au-delà des problèmes de feu, même s'il n'y avait pas de problème de feu, de repartir sur un départ lancé, pour la simple et bonne raison que l'intérieur est sec, mais à l'extérieur, c'est potentiellement humide. Donc tous les pilotes qui sont à l'extérieur de la grille, avec des pneus slick, ils ratent leur départ concrètement. Là, ça aurait été, quand même été un désavantage monstrueux pour ceux qui étaient à l'extérieur, et ça fausse complètement l'esprit de la course. Et puis t'as une deuxième chose aussi, c'est que là, on n'a pas eu de séance sous la pluie, si je dis pas de bêtises, durant tout le week-end, et que laisser partir les pilotes sans data, sans expérience de ces monoplaces-là, avec des pneus wets sur un circuit mouillé, Je suis pas d'accord. arriver au premier virage. Écoute, Kevin Magnussen, il dit l'inverse de ce qu'on Moi, je rejoins Magnussen. Moi, je trouve que tous les pilotes voulaient partir. En fait, le truc, c'est que j'aurais préféré, mais j'ai l'impression que du côté de la direction de course, on a vu le radar. Il était 15h00 ou 14h55. On a vu le radar, on a vu une grosse averse arriver, on s'est dit on va laisser passer l'averse. Pour moi, si un départ il doit avoir lieu à 15h, c'est 15h. Il doit être donné à 15h. Si un peu plus tard, parce qu'on a vu, quand ils ont arrêté la course avec le premier drapeau rouge, c'était impraticable. Ouais, complètement. Mais si tu cours de 15h à 15h10 et qu'à 15h10 c'est impraticable, à ce moment-là, drapeau rouge et tu arrêtes la course. Mais entre 15h et 15h10, moi, un pilote, encore plus à Monaco, un pilote comme Pierre Gasly ou les pilotes comme Daniel Ricciardo qui étaient en seconde partie de piste, ça désavantage complètement leur potentielle stratégie. Eux, ils n'avaient qu'une course, entre guillemets, potentiellement folle pour espérer faire un résultat. Eux, tu les prives d'une possibilité de folie et donc de résultat parce que tu n'as pas envie de prendre le risque ou parce que tu as envie d'une course propre du début à la fin. Je ne sais pas quelle est l'explication. Mais effectivement, moi, sur le premier départ, je suis... Sur le premier départ, il y a le problème de feu. Mais si tu reviens sur le restart après le drapeau rouge provoqué par Mick Schumacher, alors j'ai l'esprit sans doute très mal placé, ça change pas, c'est toujours comme ça. Mais moi, je me demande si c'est pas aussi une direction de course qui essaye de montrer et de marquer son empreinte. On le voit notamment, vous savez, avec le débat sur les bijoux des pilotes, qui est tout à fait légitime. Ils ont raison d'ailleurs de se battre là-dessus, parce que ça peut être très dangereux sur les pilotes. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette manière de dire, voilà, on tranche, c'est plus Michael Masi, c'est nous maintenant, et on va faire différemment. Parce que Michael Masi était par exemple le spécialiste de te coller un drapeau rouge et de faire une mise en grille pour par exemple un tour ou deux tours, ce qu'on n'avait pas vu avant. Là, j'ai l'impression que c'est un peu genre je marque mon territoire, je montre que c'est moi le patron. Ils font tellement différemment qu'ils reviennent à ce que faisait Charlie Whiting. C'est ça. En fait, on va arriver à un point qui est très important, c'est la fameuse ligne jaune avec les deux Red Bull. Depuis le début de la saison, moi, je trouvais une certaine cohérence à peu près sur les décisions. Il n'y a pas eu grand-chose aussi. Oui, mais les limites de piste, tous les circuits, c'est ligne blanche. C'est cohérent du début à la fin. Je pensais peut-être à tort qu'avec cette direction de course, il y aurait un respect du règlement, une application stricte du règlement. Là, il y a tu coupes. Ce qui en soit, on va être très clair, le fait que Verstappen et Perez touchent
ou coupent la ligne Ça change jaune, rien, ça on ne est change d'accord. absolument rien à leur course. Mais c'est la règle. Mais la règle, effectivement, c'est la règle. Si tu dois être si tu coupes, si tu touches la ligne, tu dois être pénalisé. Tu l'as dit, Stroll a été pénalisé la saison dernière. Il y en a Et beaucoup des pilotes qui avaient été Deletra aussi. pénalisés par cela. Et il y a eu le tweet de Louis Deletra, qui d'ailleurs a été Il supprimé. était supprimé parce que je ne l'ai pas trouvé après. Il a été supprimé. Mais il te dit, il y a 2 semaines, avec Eduardo Freitas en tant que directeur de course, son équipe, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son coéquipier, a eu un drive-through pour avoir coupé la ligne. C'est pas 5 secondes, hein. On parle pas d'une petite pénalité ou Alors, d'un peut-être que avertissement. dans sa Même pas un black and white flag. Peut-être que dans sa discipline, il n'y a pas les 5 secondes, je sais pas, Bien sûr, je suis pas leur catégorie. Mais en tout cas, il a pris une pénalité, il dit la règle c'est la règle, elle est extrêmement dure, mais la règle a été appliquée. Pourquoi est-ce que là, la règle n'est pas appliquée? Parce que ça joue devant. Donc, Il y a encore cette notion humaine. Il y a encore cette notion humaine. Ben oui. Si ça arrive à Stroll, à Ricciardo ou à Guan Yu Zhou, Ben bien sûr. Et en même donc là, temps, on retrouve ce qu'on n'a pas aimé la saison dernière. exactement. Oui. Et je suis d'accord avec toi. Et en même temps, s'ils avaient pénalisé les Red Bull pour cette ligne un petit peu mordue, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas dit il y a la règle, il y a l'esprit de la règle? C'est vrai. Ben alors, Non mais attends, c'est ça qui est fou, tu vois. tu as totalement on n'a raison. pas dit ça à Monza Par pour contre- Hamilton en 2020. hein. Non mais attends, là où il a raison, c'est que moi j'aurais pas aimé qu'il y ait une pénalité parce qu'effectivement, on l'a dit, on a commencé par ça, ça ne change absolument rien dans la course. C'est pas parce que Verstappen a coupé la règle que Leclerc il s'est retrouvé derrière. Faut être bien clair. Mais le problème, c'est que, alors déjà, ça ouvre un précédent, jurisprudence, c'est-à-dire qu'à l'avenir, si un mec coupe et conserve sa position parce qu'il a coupé, bah, tu vas pas le pénaliser. Non. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je préfère avoir un débat en me disant pardon, la règle et l'esprit de la règle, en voulant défendre l'esprit de la règle, mais avec une application stricte de la règle du début à la fin, plutôt que vouloir défendre l'esprit de la règle, mais avec un règlement qui n'est pas toujours Ouais, appliqué t'as de la même Et manière. tu préfères une police stricte qu'une police à deux mesures en fait. Enfin, parce qu'à partir de là, tu te dis que tout est ouvert et que ça ouvre le champ des possibles à la négociation, à tout ça. Et c'est ce qui a mené Michael Masi à se prendre en fait des coups de pression par les écuries parce qu'elles se rendaient bien compte que la direction de course était friable. Là, en fait, si on fait ça, bah, ça ouvre justement Un deux poids, deux mesures. un morceau de parquet qui grince chez la FIA. Et puis au bout d'un moment, il y aura tout le parquet qui va grincer et cette direction de course, elle aussi, perdra sa crédibilité. Donc à un moment donné, comme le dit Hamza, il faut respecter la règle. On n'a rien dit que j'aurais dit tout à l'heure sur Hamilton en 2020 à Monza quand il se prend une énorme pénalité parce qu'il est rentré dans la voie des stands alors que c'était fermé et que personne ne l'a vu avant ça et que personne chez Mercedes ne l'a vu. On n'a pas crié au scandale. Parce que Application de la c'était... règle. Hein, Application de la règle. application de la règle et ce qu'il a fait comme entre guillemets pénalité, enfin comme Erreur. erreur au règlement n'avait pas du tout la conséquence de sa pénalité et pour autant on n'a pas gueulé dessus quoi donc voilà. En fait, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on a oublié de rappeler, c'est qu'en fait, lorsqu'ils mordent cette ligne jaune, l'incident n'est pas notifié. Il est noté. Il y a le, Il est noté. il y a le Ah, petit bandeau d'accord. en haut Excuse-moi, où ça ils m'a te disent, complètement il échappé. est noté. D'accord. Mais en Ça tout cas, m'est le problème, c'est le plus grave dans cette histoire, c'est que ça ouvre une jurisprudence. Et du coup, sur toutes les courses, moi, si demain il y a Lance Stroll, décidément Stroll, ou un pilote de seconde partie de tableau qui a la pénalité pour la même situation, s'il râle, bah moi je comprendrais. Tu comprendrais. Les gars, quatrième enseignement, parlons d'un garçon qui est dans le dur. Un garçon qui est dans le dur, on se pose la question, même aujourd'hui, de savoir s'il n'est pas un petit peu sur la sellette. Il s'appelle Daniel Ricciardo, il est clairement sous pression, notamment depuis Barcelone, notamment depuis les propos de Zak Brown, son patron, après le Grand Prix bien sûr d'Espagne. Il y a eu la mise au point d'Andreas Seidel après le crash en EL2 où Andreas Seidel nous a dit oui, il est en difficulté mais nous sommes derrière lui, mais quand même, faut lui mettre un peu de pression parce qu'on attend un peu plus, mais en même temps, je te fais un petit câlin parce qu'il a besoin d'un peu de confiance. On rappelle que ça n'a pas eu d'effet puisqu'il a été pulvérisé par Norris en qualif, il a pris 7 dixièmes. Il a fait une course dimanche anonyme où il termine 13e quand Norris fait P6, alors que Norris est toujours un petit peu malade. Et puis il y a surtout eu ces premières rumeurs, avec notamment une autre déclaration de Zak Brown, c'était samedi, qui expliquait que McLaren dispose de clauses de sortie, sans doute des clauses de performance en tout cas vis-à-vis du contrat de Daniel Ricciardo. Et puis il a laissé pointer aussi la menace Pat Howard, qui actuellement bien sûr court aux États-Unis, qui a été prolongée avec le team McLaren Arrow et qui sera bientôt testé en essai, tout comme d'autres pilotes, pour voir un petit peu le potentiel de ces différents jeunes pousses au sein du giron McLaren. Regardez un petit peu la guerre des mots aussi entre Zak Brown et Daniel Ricciardo. C'était ce week-end. Zak Brown qui a dit samedi, nous avons 2 pilotes sous contrat, donc rien d'imminent, mais nous commençons un programme d'essai en faisant venir quelques pilotes et Pat Howard sera
certainement l'un d'entre eux. J'en ai parlé à Daniel, nous n'obtenons pas les résultats que nous espérions, mais nous allons tous les deux continuer à pousser. Notre voiture n'est pas capable de gagner des courses, mais nous aimerions le voir plus haut sur la grille. Réponse de Daniel Ricciardo qui vraisemblablement a cette fois-ci perdu son sourire. J'ai un contrat, qu'il soit ferme ou non, c'est quelque chose entre moi et l'équipe, mais personnellement, je ne veux pas être 14e. Ce n'est pas pour ça que je pilote, disons-le comme ça. Les gars, Ricciardo est-il déjà sur la sellette? Y a-t-il un doute sur le fait qu'il puisse terminer la saison? Y a-t-il un doute sur le fait qu'il puisse continuer en F1 après 2022? Terminer la saison, je pense pas. On peut avoir des rumeurs, on peut avoir... Mais là, quand même, il y a une déclaration qui est très forte. Qui marque quand même, je pense, un pilote, ou en tout cas qui est très importante dans le monde de la Formule 1. C'est que le patron d'écurie, il manifeste son mécontentement publiquement contre les performances d'un de ses pilotes. À partir du moment où il y a cette déclaration de Zak Brown, Daniel Ricciardo, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il est fragilisé. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il met en corrélation le fait qu'il a un pilote qu'il veut essayer en essai libre 1 lors des programmes jeunes des essais libres 1 dans la saison, et dans la même déclaration, il parle de Daniel Ricciardo et de son baquet. C'est-à-dire qu'il ne dit à aucun moment, parce qu'il aurait très bien pu noyer le poisson en disant que Howard allait être dans la voiture en EL1 et que ça aurait pu être celle de Norris, celle de Ricciardo. Et que c'est juste pour donner de l'expérience à un jeune. Non. Il met ça en première proposition principale de la phrase et derrière, il dit Daniel Ricciardo sait que, il est au courant que. Donc, c'est vraiment un coup de pression de la part de Zak Brown. Et même, il a dit après Barcelone, Zak Brown, que Monza n'excusait pas tout concrètement. Et que c'était merveilleux à Monza et qu'à partir de là, il était déçu un petit peu, c'est vrai, du fait que ça n'avait pas servi de tremplin à Daniel Ricciardo pour la suite de la saison. Alors, on peut le comprendre, parce que moi, le premier, je pensais que Monza allait permettre à Ricciardo de hausser son niveau, surtout sur la régularité. Là, en fait, il est régulier, mais il est régulier en seconde partie de classement, ce qui n'est évidemment pas intéressant pour McLaren. Et ce qui est encore plus dingue, les gars, c'est que là, on est en train de se poser la question si Ricciardo est sur la sellette. Il y a un détail que je ne vous ai pas donné. Daniel Ricciardo est sous contrat avec McLaren jusqu'à fin 2023. Donc que cette discussion, que ce coup de pression, que ces coups de pression, que Daniel Ricciardo, vous avez vu la réponse, c'est assez rare de le voir aussi vindicatif, en tout cas. Dans la défensive. Dans la défensive, c'est quand même dingue qu'on se pose la question alors qu'il lui reste encore plus d'1 an et demi de contrat. Mais c'est ce qu'a dit Zak Brown, apparemment, visiblement, le contrat de Daniel Ricciardo... Une clause. n'est pas aussi verrouillé que ça pour McLaren et pour Ricciardo. Alors Ricciardo a dû mettre une clause pour lui s'en aller plus haut à ce moment-là, et Zak Brown lui a dû se prémunir, et grand bien lui fasse. Je pense que c'est l'apport d'Andreas Seidel d'ailleurs, qui laisse sous-entendre quand même publiquement les clauses du contrat d'un de ses pilotes. Oui, ça montre l'ambiance un peu en interne. Non, mais je pense que ça veut dire concrètement, je te sors le Joker là. T'as vu, il y avait ça. J'aime autant te dire que nous, en tant que McLaren, si Lando il fait P6, il est hors de question que tu fasses P12. On a besoin d'un mec qui fait P6 et P7. Non, mais les gars, je vais vous reposer la même question. Si je vous écoute là, ça veut dire que si on met un coup de pression comme ça à Ricciardo aussitôt dans la saison, on n'en sait pas, science-fiction, encore une fois, je rends à César ce qui appartient à César, mais si on lui met un coup de pression aujourd'hui, si on se pose la question de savoir s'il est sur la sellette, il y a peut-être même un risque de le voir quitter la Formule 1. Moi, je pense pas. McLaren avant la saison. Je pense pas, parce que ces monoplaces-là, je suis pas sûr que tu puisses mieux performer avec un mec qui les connaît pas à un moment développement notamment. Bah oui, et à un moment aussi où t'imagines, tu amènes un mec qui a jamais roulé en F1 à Monza avec des monoplaces qui sont uniques en leur genre, puisqu'elles sont pas reproduites entre guillemets dans des catégories inférieures avec l'effet de sol, tout ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui est envisageable avant la fin de la saison, à mon sens. Et puis Daniel Ricciardo, au moins en fait, ça légitimera le choix de McLaren si jamais il décide de ne pas le reconduire, que de s'en séparer, parce que au moins il aura eu une saison complète avec ces nouvelles monoplaces là, parce que c'est dur de comparer 2021-2022 pour l'adaptation au pilotage. On voit que Carlos Sainz par exemple chez Ferrari a très bien réussi en 2021 et que c'est beaucoup plus compliqué en 2022. Et Sergio Pérez, c'est l'inverse. Voilà. Il était pas mal en 2021, mais là il est... Donc Ricciardo, c'est comme si c'était sa première année chez McLaren là, et que Norris, c'était sa première année lui aussi, mais avec une voiture qui est faite pour lui. En fait, faut voir l'adaptation qu'il va y avoir. Pour répondre à ta question, alors déjà, je vais pas me permettre d'être catégorique, parce que le monde du sport sûr. de haut niveau, ça peut aller très très vite dans On déteste les gens catégoriques. Mais ce que je pense, c'est que je suis pas sûr que
Ricciardo soit menacé en cours de saison par ses performances. Non, non plus. Si McLaren se sépare de Ricciardo en cours de saison, ce sera peut-être à cause éventuellement d'une détérioration des relations en interne qui fait que du côté de McLaren, on voudrait retrouver de la sérénité, qu'on voudrait préparer la prochaine saison. Mais je ne suis pas sûr que les performances insuffisantes de Ricciardo soient suffisantes pour l'écarter en cours de saison. Et puis, on a l'expérience de l'an dernier. L'an dernier, on a le sentiment, quand on y pense, que Ricciardo s'est pris une avoine complète par Lando Norris. La fin de saison, il y a 160 points à 115. Parce que Norris a des défaillances aussi. Oui, Ouais, mais les Il fait des défaillances. erreurs. Ricciardo, on a eu aussi. Non, bien sûr, mais tu as la victoire. En fait, in fine, tu as une McLaren qui gagne, c'est celle de Ricciardo, ce qui fait un peu trompe-l'œil un petit peu aussi sur cette saison. Non, justement, moi je dis Ricciardo, l'inverse. c'est une victoire à la régulière, à mon Non, avis, mais attention. non, mais attends, c'est une victoire à la C'est régulière. pas une victoire Ce que je comme veux dire, Ocon. ce que je veux dire en trompe-l'œil, c'est que Lando Norris, on en avait parlé sur ce plateau, fait une deuxième partie de saison un Mauvaise. petit peu compliquée. Compliquée, Et où il y a beaucoup compliquée. d'erreurs. Voilà. Oui, donc quand on y pense, au niveau McLaren, l'écart n'était à la fin de saison pas aussi énorme que l'impression nous a laissé. Bah, tu peux te dire que Ricciardo est tout autant au fond du trou à Monaco l'année dernière. Voilà. Moi, Au même moment, il est au fond du trou. moi je dirais peut-être même plus l'année dernière. Hein. On peut le voir, je sais pas, mais effectivement, après c'est pas évident d'avoir le 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren en tant que Oh coéquipier. purée, Hein. Il Forcément, est bon. je sais pas C'est combien 2 points de plus au quiz. à Voilà. combien On va faire d'occurrences ça de maintenant. suite. Non, mais Combien de fois de suite. Maintenant, on va faire ça, les gars, c'est que dès que le premier qui le sort dans l'émission est bien placé, je Oui, suis bah le oui, juge, parce que- il prend un point pour le quiz. Voilà, c'est fait. Il a Et pris un d'ailleurs, point pour le quiz je de tiens à noter mercredi. qu'on s'est régalé hier parce qu'il y avait des batailles entre la 13e et la 14e place grâce au bouchon créé par Fernando Alonso. Allez, mets-moi 2 points en plus. Alonso était 7ème, t'es vraiment une ordure. Non, mais du coup, les batailles à la 13e, 14e place. Enfin bref. Et on s'est vraiment régalé. Excuse-moi, je commentais la Les course, j'ai gars, pas regardé on ça. regarde tout de suite le classement, justement, pilote et constructeur. Et bien après cette 7e manche qui se disputait du côté de Monaco, ça se resserre déjà en haut avec Max Verstappen qui a désormais 9 points d'avance sur Charles Leclerc, mais surtout 15 points d'écart avec Sergio Pérez. Et puis regardez aussi du côté des constructeurs, c'est assez intéressant. On a 36 points désormais entre Red Bull et Ferrari et pas loin de 100 points d'écart entre Red Bull et Mercedes. 101, Voilà. ouais. Et effectivement, quand tu regardes 48 points pour Norris, c'est 59 pour McLaren. Oui. C'est maigrichon 11. Effectivement, ouais. Complètement. Je viens de voir ça, je n'avais pas capté que c'était que 11 points. C'est que 11 points, en effet. Les gars, est-ce que vous êtes chauds pour mercredi ? Mercredi, on a un énorme rendez-vous. Je propose qu'on découvre... Ah non, attends, je vais trop vite. Il y avait, avant le rendez-vous de la semaine, vous aviez des rendez-vous déjà dans le week-end. On a passé samedi et dimanche du côté de chez Winamax. On a commenté la course, regardez. D'ailleurs, à la prochaine séance photo, On va peut-être refaire une faudrait que séance photo. j'oublie pas d'être beau quand même. Parce que là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Toi, ça va, t'es plutôt pas mal. Bref, on s'en fout. Vous pouvez aller revoir le Grand Prix de Monaco si vous le voulez. Vous allez voir, il y a pas mal d'histoires. Ça dure 4 heures. Si vous avez beaucoup de temps, bah, allez-y, n'hésitez pas. Par contre, il y avait aussi une émission Pole Position où on avait titré sur Charles Leclerc. On avait même dit que l'erreur était impossible pour Charles Leclerc. Bref, petit florilège d'une émission qui était, ma foi, assez festive. Et messieurs, scandale. Je note que depuis que George Russell s'est mis à battre Lewis Hamilton, nous ne sommes plus surnommés les George Russell et les Lewis Hamilton de l'émission. Je m'en suis rendu compte hier soir en me rasant dans ma salle de bain. Et ça me fait un petit peu mal au cœur. Tu t'es rasé là ? Oui, là je me suis rasé, je me D'accord. suis un petit peu taillé. J'avais pas vu, excuse-moi. Très très bon. C'est un point de plus bien sûr pour le quiz qui n'aura pas lieu. Il n'aura pas de de quiz dans cette émission. Oui, Kimi Raikkonen, dans l'avant-dernier tour, se met dans le mur tout seul à cause de la pluie. Et il a fallu évacuer la frustration. Et c'est donc la chambre de ma sœur qui a morflé via ce Velux. D'accord. Je t'embrasse d'ailleurs. Une pensée bien sûr à ta sœur et à tes parents qui étaient forcément très heureux après ce très joli coup. Et peut-être une petite critique quand même sur Monaco. Critique, Ils nous ont pas invités déjà. Disons que. Ils ont pas invité déjà, c'est une première critique. Déjà, c'est très problématique. Et c'est vrai que c'est les seuls à ne pas le faire finalement. En plus. Quand on a dit ça, on se dit que tant qu'il n'aura pas franchi la ligne d'arrivée, plus que jamais, on ne pourra pas être serein pour Leclerc. Mais comme on va l'expliquer avec Brice, là, cette année, s'il perd, vraiment, c'est que quelque chose d'insurmontable est arrivé. Enfin, je ne peux même pas encore l'imaginer à cette heure, voilà, clairement. On a l'impression que demain, ne pas gagner, hors problème mécanique, ce serait entre guillemets une faute professionnelle. Alors évidemment, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais Charles Leclerc, il faut quand même se dire que c'est 14 pole positions, 4 victoires. C'est vrai que le ratio. Avec tout ce qu'on a dit, Ferrari et Leclerc ne peuvent pas et ne doivent pas perdre demain. J'irai même encore plus loin. S'ils perdent demain, c'est non seulement très inquiétant, et ça voudrait sûrement dire que la fatalité s'en est encore mêlée. Parce que quand je mets tous les arguments bout à bout, s'il n'y a pas victoire de Leclerc demain,
Et regardez, pendant que je parle, la cote remonte. C'est-à-dire que je porte Oui. poisse à Charles Leclerc. Elle était à 1,30, elle est désormais passée à officiel. 1,33. On va finir l'émission à 2,15. Cet élément, c'est la pluie. Elle est annoncée, bien sûr, pour la course de demain. On reviendra avec vos différents bulletins météo, Alain Gillot-Pétré et Evelyne Delia, qui nous font l'honneur d'être Pourquoi moi avec nous. Sébastien Follin. Oui, Sébastien Follin, excuse-moi, mal. t'as raison. Demain, s'il pleut, et là, je suis sur un site qui me dit 30%. Ah, c'est encore descendu. C'était 50%. C'est quoi tout à l'heure. On s'est pas concerté et j'ai 30. Oh là là, Aussi. c'est fabuleux. Ben, Soirée exceptionnelle qui vous attend sur Winamax avec le foot tout de suite et le Win AFC qui va vous briefer sur cette finale de Ligue des Champions qui vous attend entre le Real Madrid et Liverpool. Ça se passe avec Thomas Bonavent. Il est là, il est chaud, toute l'équipe est là. La preview, le match et le débrief, vous en avez jusqu'au bout de la nuit. Oui, il y a une bonne ambiance sur Winamax TV, vous le voyez. En tout cas, on s'est bien marré. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous le voulez. Elle est encore disponible sur Winamax TV. Et on parle encore une fois de plein de sujets. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous attend niveau sujet mercredi pour la prochaine vidéo des Pistonnés? Eh bien, on découvre ça ensemble, bien évidemment, avec le sommaire. Monaco, toujours indispensable à la F1. Voilà le débat qu'on vous propose. On parlera de ce tracé, de ce circuit. Est-ce qu'il est encore adapté aux F1 modernes? On parlera aussi également de la place. Est-ce qu'elle est garantie au calendrier du championnat du monde de Formule 1? Est-ce que l'histoire suffit pour garantir la place de Monaco? Et surtout, on évoquera des solutions pour améliorer le spectacle. Et puis l'entretien, ça fait des semaines qu'on vous en parle. Vous avez déjà vécu les 2 premières parties de l'entretien que nous a accordé Éric Bouillet. Il nous avait parlé notamment de l'avenir du Grand Prix de France. Il nous avait parlé du métier de directeur d'écurie. Là, il nous parlera d'anecdotes. Alors, je peux vous dire, honnêtement, c'est pépite. C'est la meilleure partie, en tout cas, qui sera retrouvée. Il nous parlera de Renault, il parlera de McLaren, il parlera de Lotus, il parlera d'Alonso, de Raikkonen, de Jenson Button. Franchement, c'est un beau document que vous propose les Pistonnés. Alors soyez au rendez-vous mercredi. Merci Brice, merci Hamza. Bonheur de vous avoir, bonheur de vous revoir dès mercredi.